Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les vidéos au quotidien des rois du Bitcoin. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, je prends beaucoup de plaisir à répondre et à lire vos commentaires dans la partie YouTube. Et ça permet aussi de booster l'algorithme de YouTube pour faire connaître la chaîne à un maximum de personnes. On est de moins en moins nombreux sur ce marché, c'est normal, et c'est généralement dans ces conditions de marché qu'on tente de poser des bottoms. Plein de choses à dire aujourd'hui sur Bitcoin, notamment sur le S&P 500. Un petit gap CME qui s'est mis en place en janvier 2023, le premier de cette année, on va bien sûr en parler ensemble. Le DXY qui nous confirme une discross, on va bien sûr également en parler. Discours de Jerome Powell, 15h, Lido, également faire une petite chasse à l'information par rapport à Lido qui détient aujourd'hui 30% des validations au niveau de Ethereum, du staking d'Ethereum. Plein de choses à dire, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. N'hésitez pas, le lien sera dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Côté Bitcoin, on continue à faire des sommets toujours plus hauts que les précédents et des bas toujours plus hauts que les précédents, qui nous confirme une petite tendance haussière ici. On commence à bloquer. Pourquoi? On arrive sur un premier arrêt. Les volumes acheteurs reviennent. On le voit bien sur l'OBV. Ici, il est relativement explosif, mais c'est pas encore délirant. Donc on peut toujours le prétendre comme de la chasse à la liquidité. On voit exactement la même chose sur Coinbase, si vous voulez. C'est un bon indicateur de volume. Coinbase, c'est là où il y a beaucoup, entre guillemets, de retail et également des gros portefeuilles. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, le phare de toute la cryptosphère, si vous le souhaitez. Et c'est toujours intéressant d'observer les volumes côté Coinbase. Donc n'hésitez pas à regarder, il y a des structures qui commencent à se mettre en place tout doucement, donc des W dans des W sur les volumes, on peut bien évidemment les prendre en compte. Il faudra bien sûr pousser très fort et avoir des vrais volumes, hein. Ceux-ci, ce sont des vrais volumes, donc ici plutôt baissier, mais c'est clairement ce qu'on attendrait, une explosion des volumes pour éventuellement nous donner une réelle directionnelle de prix et une résolution du range. Le range actuellement, il est parfaitement connu, hein, 15 500 $, et ici les 18 500 $, 18 400 $, haut de range, bas de range. L'objectif, c'est d'aller chercher potentiellement les extrêmes, tant que le directionnel n'est pas pris. Donc est-ce qu'on peut commencer ou pas à commencer à prendre des shorts sur ces niveaux de valorisation? Oui, pourquoi? Parce que nous sommes en premium, tout simplement. Vous prenez les tops, ici, vous prenez les bottoms, vous allez chercher votre 50% gain, et en fait ça permet de vous délimiter où est-ce qu'on est à peu près. Donc ici, nous sommes plutôt en discount, donc on va chercher plutôt des achats, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On aurait pu aller plus bas, bien évidemment, aller chercher de la liquidité beaucoup plus bas. On essaye de créer des stops acheteurs complètement évidents, soyez très vigilants par rapport à ça. On en a pris quelques-uns dans la soirée ici, vous voyez qu'il y avait des stops qui étaient en train de se mettre en place totalement. Une tentative d'accélération lorsqu'on est passé dans le premium, hein, juste là, et puis derrière on vient de tous les chercher d'un seul coup. Il y avait quelques liquidations, il y en a beaucoup plus bas comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, mais on recherchera plutôt maintenant des ventes, et je sais qu'il y a beaucoup d'objectifs, notamment Ishimoku Kinkoyo, notamment les héliotistes, qui vont chercher plutôt à shorter ce marché sur des niveaux de valorisation. Est-ce que c'est complètement délirant? La réponse est non. La tendance de fond reste baissière, puisqu'on fait des creux toujours plus bas que les précédents et des sommets toujours plus bas que les précédents sur des timeframes supérieurs. Voilà, ni plus ni moins, bête et discipliné, que du bon sens. Donc on cherchera potentiellement, on a quasiment comblé le déséquilibre qui se trouve juste là, hein, sur les 17 500, voilà, 17 500 $, des objectifs également de pas mal de personnes, beaucoup de traders ici qui potentiellement commenceront à encadrer des shorts. Je vous ai montré comment je faisais pour les encadrer, attendez bien des confirmations, potentiellement une divergence momentum, éventuellement une surchauffe au niveau des volumes, hein, que ce soit acheteur ou vendeur. Il faut beaucoup de liquidité pour éventuellement bien encadrer, qu'il y ait une prise de liquidité, un changement de main sur un niveau de prix complètement constaté, et actuellement nous n'avons pas ça, hein. On commence à avoir de nouveaux volumes, on n'a pas encore de divergence sur des timeframes 4 heures, 1 heure elle a été avalée également, donc je patiente complètement, on peut complètement continuer à s'apprécier au niveau de ce cours. Si vous souhaitez acheter le dip, et ça aussi c'est important parce que il part sans nous ce cours, on a l'impression qu'il va partir to the moon, et effectivement on peut éventuellement essayer d'encadrer des achats et des achats de dip, si vous voulez suivre en fait ce flux haussier, ce flux acheteur, extrêmement simple. On va prendre par rapport au précédent mouvement, les bottoms, les tops, on va se mettre juste là par rapport au pump juste là, non pas ici, dump plutôt, voilà, et on va chercher quoi? Un premier arrêt, entre le premier arrêt et les 0,50, qui serait une confluence par rapport à cette petite oblique ici que vous voyez par rapport au précédent bottom, ici on continue à la voir, on grind dessus, on le supporte entre guillemets, mais on a bien des clôtures en daily qui viennent se clôturer au-dessus, plutôt intéressant à voir. Clairement, si vous voulez acheter le dip, votre premier rempart, il est juste là, par rapport à cette précédente en fait breakout, juste ici, qui permettrait à des vendeurs à découvert de sortir, donc ce qui provoquerait un volume
acheteurs, complètement logique, donc des vendeurs piégés qui viendront à clôturer à break-even leur short, et ça peut éventuellement faire une confluence très proche des 0,50 ici sur cette petite oblique. Soyez complètement rassurés, faites attention. Discours de Jérôme Powell à 15h, probablement un discours de volatilité, je pense pas qu'il sera dovish, je pense plutôt qu'il sera hawkish, donc qui restera de toute manière sur sa ligne directrice. Et en parlant de Jérôme Powell, vous avez aussi jeudi le CPI, les inscriptions au chômage également jeudi, tout sera partagé à 14h30 heure française, c'est jeudi prochain, discours donc tout à l'heure à 15h. On va regarder juste au niveau des taux directeurs. Ce qui est important à comprendre, parce que c'est aussi quelque chose qu'on a tendance à oublier sur les marchés financiers, qu'on soit expérimenté ou moins expérimenté, à quel moment on commence réellement à avoir le pic d'impact au niveau de la remontée des taux. Est-ce que vous le savez? Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Le pic d'impact au niveau de l'augmentation des taux, qui se ressent dans l'économie réelle, intervient 12 mois plus tard. Calculs qui ont été faits, si vous voulez. Donc certains parlent de 6 mois, certains parlent de 8 mois. Je parlerai plutôt de 1 an, comme ça nous permet de ne pas être, entre guillemets, soumis à nos émotions ou soumis à des biais psychologiques. Au moins on prend le maximum de cette fourchette, mais généralement ça se retrouve relativement pas mal dans les graphiques. Donc l'augmentation des taux de 0,25 points qui s'était passée en mars 2022, sera ressentie à son pic, si vous voulez, qu'en mars 2023. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que toute l'augmentation des prix commencera à se faire ressentir dans l'économie réelle à partir de mars 2023. Dès lors, le fameux premier trimestre 2023, fin du premier trimestre 2023. Et on peut continuer comme ça, donc à chaque mois supplémentaire, vous allez de plus en plus le ressentir dans l'économie réelle. Début du deuxième trimestre 2023, fin du deuxième trimestre 2023, début du troisième trimestre 2023, fin du troisième trimestre 2023, et c'est à peu près ici qu'on encadre le pic de douleur extrême au niveau de l'économie réelle par rapport à la politique monétaire américaine. Elle est un peu en décalé par rapport à l'européenne, c'est normal parce qu'ils ont commencé plus tard, ou ils ont commencé à augmenter le taux plus tard, mais d'un point de vue, si vous voulez, bon sens, parce qu'on est beaucoup dans le bon sens, l'objectif c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner, et partez du principe que vous décalez tout d'un an pour avoir le réel impact ou la souffrance maximum d'une politique monétaire par rapport au marché américain. 1 an. 12 mois. Et ça revient par rapport au scénario qu'on s'était déjà dit il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois de cela, par rapport à un joli rallye de printemps, si vous le souhaitez, et éventuellement un crash au niveau du deuxième, troisième trimestre 2023, pour en fait pricer la potentielle récession qui sera au summum de sa souffrance d'ici fin deuxième, début troisième, milieu troisième trimestre 2023. D'accord? Donc ça, je pense que c'est super important, puisqu'on n'a pas l'impression qu'on le vit. On a un chômage très faible aux États-Unis. L'emploi est très bon, résiste bien, l'économie résiste bien. On est même en positif par rapport à N-1, par rapport au PIB américain. Vous avez la même chose en France, même si c'est très proche du nul, on reste en croissance quand même. Donc on pense et on commence à entendre sur les plateaux télévisés des spécialistes, des analystes et des économistes qui commencent de plus en plus à se diriger vers un soft landing, donc une récession douce, maîtrisée, un fameux atterrissage en douceur. Faites très attention à ça. Le marché peut sanctionner très vite. Qu'est-ce qui sera les principaux catalyseurs de ces déclenchements? Les résultats des entreprises. Et vous en avez à partir de cette semaine. Je l'ai mis dans les annonces juste ici. Vous les avez là, tout simplement. Et vous pouvez aller voir sur TradingView, vous avez toutes les préconisations, toutes les estimations sur TradingView par rapport à vos actifs financiers préférés. N'hésitez pas à aller les voir, puisque je le regarde aussi très régulièrement pour voir un petit peu comment on va pouvoir se positionner. Mais par rapport à notre graphique, Bitcoin, premier arrêt serait potentiellement un bon achat de dip, voire aller chercher la liquidité qui n'a pas encore été piégée juste ici. Donc on peut très bien, lors du discours de Jérôme Powell 15h, voir par rapport au CPI de jeudi prochain 14h30, on peut très bien faire un truc comme ça, et derrière aller chercher d'une mèche un peu folle et de reclôturer au-dessus. Pas de problème avec ça. Ok? Donc faites attention à ces périodes potentielles de forte volatilité. 10% par rapport au volume qui a été échangé. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui se passe sur le marché crypto. Oui, mais il y a beaucoup de volumes qui ont été échangés quand même, donc on peut retrouver ce type de choses. Ne nous y trompons pas. Et ça peut aller vite. Ok? Puisqu'on est en train de pousser actuellement à l'intérêt du marché. Il y a plus d'intérêt sur le marché. Pourquoi il y a plus d'intérêt sur le marché? Parce qu'il y a plus de volume, tout simplement. C'est un indicateur d'intérêt. Et ma 20. Objectif, weekly, par rapport au Bitcoin. On peut revenir ensemble là-dessus, on va tout effacer, et on va regarder par rapport à nos EMA, parce qu'il y a des choses qui sont en train de tourner qui sont plutôt intéressantes. L'objectif, et potentiellement qu'on arrivera
à un bloqueur complètement dynamique par rapport à Bitcoin sur les 18 350 $. EMA 20. On a déjà travaillé ici, on a été rejeté. On a travaillé ici, on a été rejeté. On a tenté de la travailler ici quand on l'a breaké. C'est grosso modo début, pour beaucoup, hein, du marché baissier. Ok, bon, c'était plutôt intéressant, 52 000 $. Si vous aviez encadré ça, pour le coup, bravo. Mais je pense que tous ceux qui étaient en vendeur à découvert ont déjà depuis très longtemps pris leur profit. Sauf si vous êtes des whales et que vous avez hedgé votre portefeuille par rapport à des et que vous savez quelque chose que nous ne savons pas, bien évidemment. Mais partez du principe que ceci est une résistance dynamique, très forte. Hein, on l'a déjà testé. Donc soyez vigilants par rapport à ça, elle n'est pas si haute. Bien évidemment, 18 336 $, et la semaine prochaine, elle tendra encore à diminuer, bien évidemment. À se stabiliser, mais quand même à diminuer. Ça, c'était la première chose. En daily, je vous en avais parlé, cette fameuse EMA 9, EMA 18, par rapport à un biais institutionnel qu'on a bien cross ici. Et c'est plutôt intéressant d'observer. D'ailleurs, vous avez même des structures qui potentiellement vont se mettre en place. Je ne vais pas le mettre ici parce qu'on verra strictement rien, on va le mettre juste en dessous. Voilà, vous avez potentiellement des structures qui se mettent sur les billets momentum qui sont plutôt bullish. Hein, qui accompagne bien ces structures, qui accompagne bien ces mouvements, et ben là on a un signal potentiellement haussier. Je le dis souvent, mais alors c'est très idyllique ce que je vais vous dire, mais on a tendance à revenir chercher les crosses de cette EMA 9 et EMA 18 par rapport au prix. C'est tout à fait idyllique, il n'y a aucun calcul savant là-dessus. En somme, on peut très bien faire ce type de choses et aller chercher ce petit cross-là pour derrière, en fait, repousser le cours. Qui serait potentiellement une confluence avec quoi? Avec presque notre premier arrêt, hein, ni plus ni moins, ou 0,618. Ouais, pas très loin. Voilà, entre les 0,05, 0,618, pas de problème avec ça. Donc on peut aller chercher ces fameux petits cross. Ça marche aussi en H4, c'est... il y a rien de savant là-dedans, il n'y a aucun calcul là-dedans, c'est juste ce qu'on peut constater par rapport à ce qu'on peut trouver précédemment. Vous l'avez ici également. Hein. Hop, on commence à partir et puis derrière on vient chercher ce cross et puis derrière on repousse le prix. Donc on peut faire exactement la même chose avant de trouver un top. Et le top potentiellement haut de range. Si on arrive à le résoudre, ce range, bah, continuation haussière, mais on aura toutes nos confirmations qui seront mises d'ici là. Ça reste un billet momentum haussier, bullish sur des timeframes daily. EMA 50. Ok, ça c'est intéressant. Ça, c'est beaucoup utilisé par les institutionnels. On a en daily bien travaillé au-dessus de notre EMA 20, en daily. EMA 50, on l'a eu également avec une magnifique bougie de rupture sur des petites timeframes. Bougie de rupture sur des petites timeframes. Dès lors, on continue à clôturer au-dessus. Objectif, potentiellement, la fameuse EMA 100. La EMA 100, c'est aussi une trendline ou une résistance dynamique utilisée par les institutionnels ou par la smart money. Partez du principe que c'est relativement rejeté. Vous l'avez ici, ça a été rejeté. Vous l'avez ici, ça a été rejeté. Vous avez ici, ça a été rejeté. Vous avez ici, ça a été rejeté. Vous avez ici, ça a été breaké, réintégré, rejeté, plus bas. Vous l'avez et c'est tout. Après, on l'a breaké et ce pareil pour la EMA20 en weekly. Pour ceux qui l'ont joué, bravo à vous par rapport à ce petit cross. Ça fait aussi office de support dynamique, hein, vous le voyez très très bien ici. Donc partez du principe que si on vient à résoudre et à s'installer, clôturer et s'installer sans réintégration derrière une EMA 100 en daily, ça peut potentiellement faire office d'une magnifique accélération haussière comme on l'avait vécu en été dernier où il y a un peu plus d'un an de cela, un peu plus d'un an et demi de cela. Voilà, donc on a quand même des bloqueurs dynamiques. Sur Ishimoku Kinkoyo, c'est exactement la même chose, ne nous trompons pas. Vous avez des énormes bloqueurs, donc ceux qui les jouent, bah, c'est très dangereux en fait d'acheter le cours actuellement, puisque en fait on va acheter quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc en somme, on est en train d'acheter la rumeur. Est-ce que vous êtes plutôt sur un discours dovish par rapport à la Fed? Est-ce que Powell va enfin tirer un gros coup de frein à main? J'en doute. J'en doute très fortement. Et je vais vous expliquer juste après pourquoi avec des news qui n'ont strictement rien à voir, mais comment les politiques et les politiques monétaires réfléchissent et agissent en fonction de ce qu'ils ont par rapport à la pression qu'il y a vis-à-vis de ses pairs. Et ça, je trouve ça très intéressant. Vous pouvez prendre tous les raccourcis que vous voulez et souvent vous retombez sur vos pieds. Je vais vous montrer ça juste après, je trouvais ça intéressant de vous en parler. Est-ce qu'on va faire le pivot de la Fed? Est-ce qu'il n'y aura pas de récession? En fait, c'est difficile en fait de pricer ou en tout cas de jouer à la hausse ou à la baisse un discours. Généralement on attend et très régulièrement on se retrouve en plein milieu du cours par rapport, enfin on annule les mouvements bien évidemment et des mouvements de volatilité tout simplement. Soyez complètement vigilants par rapport à ça. J'ai dit tout ce que je voulais vous dire, on parle juste du petit gap CME puisque je l'ai sous les yeux, il est juste ici. Hop, ça je vais l'enlever, comme ça il nous embêtera pas. Voilà, on a un tout petit gap qui s'est positionné ici, gap de janvier 2023, c'est le premier gap de l'année. On pourrait potentiellement aller le chercher. Vous avez vu tout à l'heure qu'on avait parlé des 16 900 $. Et ben il est exactement à 16 900 $, ce petit gap. Vous le voyez ici. Alors actuellement, vous le voyez pas très bien en 4 heures, mais ici, vous le voyez très très bien. La clôture de la bougie, elle était ici, et on ouvre la bougie ici, et on fait une structure haussière. C'est dans la nuit de lundi
de dimanche à lundi. Ok, donc il y a un petit gap qui s'est mis en place, 80% des gaps sont menés, ou 90% des gaps sont menés à être testés. Formidable confluence, à mon avis, on n'est pas très loin d'un premier arrêt. Bon, on peut pas faire mieux. Hein. Premier arrêt, on achète le dip, on coupe le gap, beaucoup vont le jouer. Et généralement, ça fait ça, hein, d'accord? Faites attention à ça. Boum, on vient chercher tous les vendeurs à découvert, on revient ici, et on revient à notre neutralité. C'est à peu près ça, les discours de Jérôme Powell. Ou s'il est vraiment au quiche, et ben à ce moment-là, on ira voir plus bas, et puis on ira chercher tous les stops qui se sont positionnés plus bas, bien évidemment. Voilà, comme ça, je vous donne toutes les confluences. Très important également, on ne l'a pas sur Bitcoin et sur le crypto total, me semble-t-il, mais on va le vérifier immédiatement au niveau du crypto total. Est-ce qu'on n'aurait pas une shooting star qui s'est positionnée? Non, on ne l'a pas. Clairement rien, on est une continuation haussière, pas de problème avec ça. Par contre, sur les S&P 500, on a clôturé avec une shooting star. C'est une bougie de retournement. Donc soyez complètement vigilants par rapport à ça. On a bien une bougie de retournement qui s'est positionnée en daily. C'est pas énorme, d'accord, mais on peut très bien aller chercher plus bas pour aller chercher plus haut. Vous connaissez l'histoire. Par rapport au discours de Jérôme Powell, beaucoup seront attentifs par rapport à ça. Il y a aussi une discross qui s'est positionnée sur le DXY. Ça aussi, c'est très intéressant à observer, puisque à partir de maintenant, c'est pas bullish au niveau du dollar index, même si on le constate de plus en plus, et puis ça ne surprend personne. Vous prenez une EMA 100, c'est pas celle-là, elle est où EMA 50, EMA 200, et vous avez ici une discross qui s'est positionnée clôturée, ici en daily. Les discross et les golden cross ne se positionnent que sur des EMA 50, EMA 200 en daily. Pas en weekly, pas en 4 heures, pas en 1 heure, c'est du daily, EMA 50, EMA 200, c'est la règle absolue. Ici, Death Cross. La dernière fois qu'on a eu une Death Cross, c'était ici Death Cross, derrière ça s'effondre. On avait aussi une Death Cross ici, derrière ça s'effondre. On avait aussi des fausses, mais dans une dynamique tendancielle haussière, faites attention à ça, je reste bien sûr en daily, vous avez une Death Cross et puis derrière, hop, une Golden Cross, puis une Death Cross, et ça s'effondre. Faites attention, quand les structures sont données, quand les patterns de retournement sont donnés, généralement ça fait mal. Et vous les voyez, ces structures. Hein. Des M dans des M dans des M dans des M, Death Cross. Des M dans des M dans des M dans des M, Death Cross. Des M dans des M dans des M, Death Cross. Ok? Et généralement, c'est pas bullish. Puisque même si sur les cryptos, on a tendance à faire le contraire de ce qu'on est en train de voir, sur les marchés financiers et sur le Forex, souvent, c'est plutôt bien respecté. Et d'ailleurs, il n'a pas trop aimé hier, il a fait un nouveau plus bas au niveau du DXY. Est-ce que ce serait plutôt de bon augure par rapport au marché traditionnel et potentiellement pour les marchés crypto? La question, bien évidemment, reste ouverte. On parle très rapidement de Lido. Lido qui a poussé en fait 80%. Je ne sais plus où est-ce que c'était juste là. Voilà, Lido, DAO, LDO, explose de 80% en 7 jours. Il avait fait même un pic à 200%. Lido, qu'est-ce que c'est? C'est le principal service de staking d'Ethereum pour faire des validateurs. Mais si vous n'avez pas les 32 ETH, les 32 Ethereum, et ben vous pouvez éventuellement déléguer vos jetons, vos tokens, directement à des plateformes type ou des organismes type Lido. Lido est aujourd'hui le numéro 1. C'est une valorisation par rapport à la market cap de LDO, qui est un jeton de gouvernance, et je dis bien un jeton de gouvernance, qui représente 30% aujourd'hui du marché, si vous voulez, par rapport au staking d'Ethereum, exclusivement Ethereum. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir dans ce type de token? On peut le regarder ici, LDO, c'est 1,8 milliard, quasiment 80%, plus de 80% des tokens ont été libérés, et vous avez le regarder au niveau du graphique. On va aller sur Binance, je pense qu'on a tout le graphique sur Binance, je pense que ça a été listé là-dessus. Ok, pas de problème. Donc explosion des volumes, pas de problème avec ça. On va passer en daily. Voilà, on continue à apprécier au niveau du CVD, vous avez des explosions au niveau des volumes. Ici, c'est assez similaire qu'ici, ça pousse extrêmement fort. Mais comment on le voit ce truc en fait? Vous le voyez là et on se dit on va pas l'acheter ce machin. On va pas l'acheter. À quel moment moi je commence à vraiment m'intéresser à LDO, s'il m'intéresse, et d'ailleurs je l'ai rajouté, si vous le souhaitez, dans les fameuses crypto-pépites, juste ici. Alors crypto-pépites, ce n'est aucunement un conseil d'investissement, c'est qu'on essaie en fait de répertorier sur le Discord des rois du marché, on est plus de 11 700, venez nous rejoindre et discuter par rapport à des crypto-pépites qu'on a sélectionnées. J'en ai sélectionné une dizaine, vous m'en avez donné d'autres, par exemple Flux, vous m'avez aussi donné... GRT me semble-t-il, là on rajoute Lido juste ici, donc je l'ai rajouté aujourd'hui. Alors l'objectif c'est d'en avoir une vingtaine, pas plus, hein. Après on fera des arbitrages dedans, en fonction, on fera voter la communauté des rois et on dira qu'est-ce qu'on vire, qu'est-ce qu'on garde, quoi, tout simplement. Donc techniquement, c'est plutôt joli ce qu'on est en train de voir, puisqu'on ne vient jamais remettre en doute les précédents bottoms de juin 2022, et ça c'est plutôt joli à observer. On rentre bien dans une zone de rechargement d'achat long terme, moyen terme, entre les 618 et les 686, en fait, cette charte, elle est parfaite. En fait, ce token,
graphiquement parlant, chartistiquement parlant, même si beaucoup en parlent et qu'il y a une grande concentration au niveau des détenteurs, au niveau de LDO, bah partez du principe que c'est très bien maîtrisé. Et c'est typiquement, je préfère vous le dire par rapport à un futur cycle, si ce truc vient nous proposer d'autres utilités par rapport au token et que ce token devient incontournable, si vous voulez, par rapport au prochain cycle des cryptoactifs, et ben vous le regarderez plutôt comme ça. Hein, c'est typiquement le genre de truc, reprenez Solana, reprenez tous ces trucs-là, et ben ça pourrait faire un truc comme ça. Aujourd'hui, ça vaut 1 milliard, est-ce que ça vous surprendrait que ce truc vaut 30 milliards de market cap ? 80% des tokens, plus de 80% des tokens qui ont été libérés. Ce n'est absolument pas un conseil d'investissement, mais ce que je suis en train juste de vous dire, c'est que acheter ici la TH et une clôture, une acceptation du précédent ATH n'est pas une mauvaise solution. Ça a été listé ici, ça s'est complètement effondré, et plutôt pas mal effondré d'ailleurs. On peut regarder, on va le prendre juste par rapport à cette clôture ici de bougie. Ça s'est effondré de 80%. Hein, voilà, le tarif, le tarif d'un bear market ou le tarif logique. Derrière, on refait un pump, on ne vient pas chercher le précédent ATH, on revient dans une zone de rechargement et on s'extrait. Avec des espèces de structures en W weekly qui commencent à se former. La grosse structure sera ici au-dessus des 3 $. En réalité, n'ayez jamais peur d'acheter plus cher. En fait, les gros, très probablement, achèteront à l'acceptation des 3 $. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que vous avez perdu en l'espace de quelques jours, j'ai envie de vous dire, hein, c'est ça, hein, vous l'auriez pris ici, entre une zone de rechargement d'achat, et vous avez plein de tokens qui ressemblent à ça actuellement, pas tant que ça, mais quand même pas mal, vous aurez très largement pris vos 110%, plus de 100%, quasiment 70% de pump par rapport à LDO. Il se passe des choses sur ce token, sinon il ne ferait pas ça. Hein, donc c'est bien qu'il y a des gens qui sont intéressés et qui ont de l'intérêt, et c'est pas des petits portefeuilles. Beaucoup de nos tokens préférés ont bien pumpé. Alors ça peut être un exit pump, pourquoi ? Parce qu'on est quand même en train de travailler dans une zone de rechargement de vente logique complètement normale. Donc entre les 618 et les 0,90, on est repoussé. Et effectivement, l'objectif c'est toujours la même chose. On affronte des acheteurs et des vendeurs jusqu'à une résolution. Résolution haussière potentiellement, résolution baissière potentiellement. Voilà. Ceci, je ne le louperai pas. C'est quand même bizarre à dire, mais si j'ai toutes mes confirmations au niveau de Crypto Total, probablement que je mettrai un investissement sur Lido au pire moment. Je ferai une grosse recherche fondamentale et je vous invite éventuellement à le partager directement sur le Discord. Je voulais vraiment vous en parler, puisque même si on a l'impression que c'est fortement capitalisé, que tout le monde en parle, et que le truc a fait plus 400%, et de toute manière j'en achète très machère, faites très attention à ça. Le seul risque, si vous êtes dans une décision d'achat, c'est d'en acheter beaucoup plus cher. Un nouvel ATH n'est pas forcément une mauvaise situation. Et ça, je vous le donne en 1000 sur Solana. Hein. Alors oui, on n'était pas en marché baissier quand Solana était arrivé tranquillement. Mais si vous le voyez ici, honnêtement, c'est capital. Hein. D'accord ? Regardez ça. Hein. Je suis tout effacé, on le reprendra correctement. Mais ça ressemble un peu à ça, si vous voulez. Vous prenez votre tarif de base, derrière vous faites des structures. Honnêtement, le prendre entre guillemets... Alors ça faisait 100 millions, ça faisait pas 1 milliard. Je vous dis pas du tout le contraire. Mais dans l'idée, le prendre sur un futur ATH ou nouvel ATH avec des structures, est-ce que c'est vraiment grave ? Hein, vous avez eu la possibilité d'en racheter là, Grosso modo, je pense que vous prenez vos 110% là. Et évidemment, on prend nos 110%, on remet potentiellement les profits ici, et le principal de la hausse, il est où ? Mais il est bien plus tard. Ce machin, il est monté à 60 milliards, non ? Je sais plus combien il est monté, Solana. Je sais plus à combien de market cap, 30 milliards, 40 milliards. Donc voilà, ça fait du x30, c'est du x20 sur Lido à l'heure où je vous parle. 1,5 milliard pour aller à 30-35 milliards, c'est quand même pas mal. Ok, x30, x35, x25, bon, largement suffisant pour prendre max de profit. Ceci, bien sûr, n'est pas un conseil d'investissement, faites vos propres recherches par rapport à ça. J'ai fait 2 investissements par rapport à ce que je voyais, par rapport à ma structure que j'ai eu et mon premier signal que j'ai eu vis-à-vis de Bitcoin ici en weekly. 2 investissements que je vous en avais déjà parlé il y a très longtemps et j'attendais des confirmations et potentiellement une première réaction au niveau du prix du Bitcoin. Je préfère les avoir maintenant puisque c'est de l'investissement 3 et de l'investissement. Les investissements 1, je les prends généralement dans des poches de liquidité ou des captures de liquidité. Les investissements 3, je les fais sur des objectifs de pending execution extrêmement lointains, sur des déséquilibres historiques. J'en ai fait 2. Je pouvais en faire plus, j'en ai fait que 2. Hein. Secret, j'aime bien. On en a beaucoup parlé de Secret. SCRT. Ici, investissement 1 qui a été pris, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on est arrivé sur une magnifique poche de liquidité, on avait eu la même chose sur Ethereum, sur EGLD, ici. Vous voyez là, vous avez le 688, et vous avez, si vous le mettez en logarithmique, vous avez une magnifique poche de liquidité qui a complètement été attrapée. Voilà.
juste ici. Les déséquilibres ont été pris. Derrière, vous pouvez très bien en racheter sur les 0,24. Donc ça peut encore baisser beaucoup. Dès lors, on met pas all-in sur ce type de truc. Ok, vous pouvez encore perdre très, très allègrement, moins 60%. Donc ce sera pour moi moins 50% d'investissement de 2. Donc je rentre dans Secret, aucun problème avec ça. Ça fait longtemps que j'en voulais. Je l'avais déjà mis en pending, mais c'était relativement baissier. Je capture la liquidité ici de long en levier d'achat. Vous avez un retour ici des volumes qui est plutôt flagrant. On sort quasiment d'un enfoncement de survente. Vous avez un OBV qui est juste croissant, c'est juste délirant. Alors c'est une relativement jeune, enfin c'est pas une jeune crypto justement. Donc OBV complètement croissant, pour moi c'est une absurdité de survente ici. Vous le voyez très bien en weekly. Enfin c'est... Bon, bah, OBV complètement croissant, on a une espèce de pic de retour de volume juste ici. Donc il y a des gens qui ont capturé la liquidité, vous le voyez sur cette bougie, hein. C'est pas anodin, hein, d'accord? Et on est complètement survendu, donc si on n'achète pas ici parce qu'on s'intéresse à Secret, oui, on peut toujours acheter 50% plus cher, mais bon, vous pouvez aussi racheter 300% plus cher, c'est bien évidemment le risque sur ces marchés. Donc ça fait partie des smart contracts en fait de la blockchain. Atos Cosmos, donc c'est une blockchain plutôt intéressante, moi je l'attendais, Secret Network, plusieurs confluents, je vous l'ai dit très rapidement, vous avez beaucoup en fait d'exchanges qui le mettent, je pense à Swissborg par exemple, qui l'ont mis dans leur comment ça s'appelle, leur thématique. Donc vous voyez par exemple ici, il y a du Secret, je sais plus ce qu'il est Secret, et c'est plutôt pas, voilà, 10% en Secret, c'est le plus gros abondement par rapport à Swissborg, Polkadot, Polygon, Ethereum, il y a du Secret, hein, Secret, voilà. Alors, encore une fois, partir du principe que ces gens-là, s'ils le mettent en panique, c'est que indéfiniment, ils pensent qu'il sera encore là dans 5 ou 10 ans. Sinon, ils ne le mettraient pas, si vous voulez. Ok ? Après, il y a des arbitrages, il y a des allocations, il y a des rééquilibrages, je ne dis pas du tout le contraire. Mais s'ils le mettent aujourd'hui 10% Swissborg, partez du principe qu'il y a quand même du monde derrière qui font de la recherche et de la veille fondamentale par rapport aux tokens qu'ils mettent dans leur thématique. Vous avez de l'Atom, vous avez du Secret, vous avez du Celo, vous avez du Cardano, vous avez du Ethereum, pas de problème, même du Solana qui est descendu à 5%, mais il quand même pousse des jolies performances Solana jusqu'à preuve du contraire, bien qu'il y ait resté relativement bas. Je mets du Secret, ça fait partie d'une raison, c'est plein de billets en fait que vous allez accumuler pour rationaliser une décision tout simplement d'investissement. Et si vous voulez devenir une whales, eh ben comportez-vous dans les whales, et les whales achètent dans des zones de liquidité complètement logiques. Ok, j'ai pas plus de choses à dire par rapport à ça. Deuxième, c'est BAT. BAT, vous allez dire, on va en reparler de BAT, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. J'aime bien cette crypto, j'aime bien le projet, c'est l'ancien cofondateur de Mozilla Firefox, et j'ai fait mon investissement 3 ici, sur un pending exécution qui a noté, j'ai juste attendu une bougie de ravalement. Voilà, j'ai juste attendu une bougie d'avalement haussière. J'ai eu ma bougie d'avalement haussière en weekly. Dès lors, j'ai mis même plus haut. Vous voyez, ça me dérange pas d'acheter plus haut. Hein. Genre, on aurait pu en acheter sur le pending. J'ai perdu 20%. Bon, je m'en fiche un petit peu, c'est pas très très grave. Plus 20%, c'est que dalle sur les crypto-actifs. OBV complètement croissant, on est dans un enfoncement d'absurdité de survente. On est venu chercher un déséquilibre historique. C'est clairement un investissement 3. J'aurais pu attendre une structure. Mais BAT, j'aime bien. Et ce qui m'a donné l'idée de faire ça, c'est que mon exit est juste en dessous du premier arrêt. S'ils avaient attendu des vraies structures, je pense que je l'aurais pas eu mon exit en dessous de mon premier arrêt ou pas très loin. Et puis j'aime bien cette crypto, donc je me suis dit, allez, ça fait longtemps que je t'ai pas eu. Investissement droit, il me reste encore un investissement 4. Et tout ça, je l'ai mis directement sur la table des rois, disponible sur la table des rois, directement disponible avec Geo, Komakino, Pongo... il y a un onglet, un salon dédié de la table des rois directement sur le Discord des rois du marché. Ça vous est mis à disposition gratuitement, hein, toujours avec bienveillance sur la communauté, donc je vous remercierai jamais assez pour votre travail. Je le regarde régulièrement et d'ailleurs vous l'avez en partage directement, donc toutes mes allocations, etc. vous l'avez en partage sur la table des rois directement sur le Discord, tout simplement. Je voulais aussi vous parler de deux choses, mais ça fait 28 minutes qu'on parle. Est-ce qu'on y va ou pas? On fait un petit peu de... Alors on essaie de prendre 5 minutes parce que honnêtement, j'ai fait des investissements supplémentaires sur des trucs que je vous en avais parlé il y a très longtemps. C'est Deezer et Spotify. Ok. Deezer, Spotify, investissement 1 dans le dur. Spotify. Je vous en avais parlé il y a très longtemps. Pourquoi sur les 85$ à peu près, hein, ou 80$, j'ai fait un investissement. On est en fait en dessous du désespoir de la mort. Ok. Bon. Il faut en fait remettre les choses dans leur contexte. C'est un truc qui a bien performé, beaucoup ont pris des profits, vous avez une épaule tête épaule qui s'est positionnée énorme, c'est du weekly, ok, pas de problème avec ça, on vient chercher une zone de rechargement de vente complètement bien gérée par les institutionnels, derrière il y a du Vanguard, derrière il y a du BlackRock, derrière il y a des très très gros qui sont actuellement sur ce type de truc Spotify. Spotify c'est le leader mondial du streaming audio, c'est 31% des parts du marché sur de l'abonnement payant. On parle aujourd'hui de près de 160 millions d'abonnés payants.
60 millions d'abonnés payants. Ce truc est valorisé 11 milliards de dollars. 11 milliards de dollars. En fait, c'est relatif. Enfin, après, c'est toujours des ordres de grandeur par rapport aux revenus. Ça perd du pognon comme ça n'a jamais perdu depuis des années. Ça n'a jamais fait de fric. Enfin, ça fait un petit peu d'argent quand même, mais ça perd de l'argent tout de même. On vient chercher, on vient racler tous les futurs millionnaires qui y croyaient. Et ça, c'est un petit peu la même chose sur les cryptoactifs, ce que vous le voyez en fait en accéléré sur les cryptos. C'est pour ça qu'il faut être bien tenu par rapport à la volatilité des marchés cryptoactifs, puisque aujourd'hui c'est un marché encore très illiquide, surtout sur les petites cryptos, comme par exemple Secret. Secret, c'est 100 millions de market cap, quoi. C'est minuscule. Donc si Secret fait demain 2 milliards, bah, on est tous contents, on a fait x20. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça c'est un peu plus de 100 millions, si vous voulez, de market cap, donc c'est plus liquide. Et c'est aujourd'hui côté au Nasdaq, pas de problème avec ça. On vient chercher et racler toute la liquidité de Whales, en fait, ici. On tente de structurer un W-Weekly qui est confirmé et on le rejette. Généralement, on le fait qu'une fois, ça. Généralement, on le fait qu'une fois. Et là, on peut éventuellement commencer à consolider. Les résultats parleront d'eux-mêmes. Hein, je dis pas du tout le contraire. Peut-être que ce truc peut encore perdre 80% de sa valorisation. Je ne dis pas le contraire. Nous sommes dans un enfoncement d'absurdité de survente. Vous avez une semblante divergence qui est en train de se mettre en place. On attendra le cross ici sur notre hérisson 14 période. Donc ici, vous avez des divergences qui sont en train de se mettre en place. On est quand même largement, et on était largement survendu, mais on était encore à 30-40% plus haut en étant survendu. Vous avez une espèce de dépréciation au niveau des CVD sur les CVD spots, si vous voulez, ou sur la liquidité, mais c'est normal, puisqu'on vient en fait arracher, et là, il y a des vrais changements de main qui sont en train de se mettre en place, en fait, sous des précédents lots. Dès lors, si j'étais intéressé par cette action-là, bah c'est pour le coup une bonne localisation. J'aurais pu attendre les structures, j'aurais pu attendre plein de trucs. Ok, ça reste de l'investissement, je veux mettre 1000 balles là-dedans, j'ai mis 250, il me reste 750 balles à investir, si vous le souhaitez, et ça représente moins de 1% de mon capital d'investissement, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Mais il y a une autre action qui m'intéresse, c'est Deezer. Et en fait, il faut faire cette forme d'arbitrage, puisque qui va gagner entre les deux? Deezer, c'est un petit peu différent. On continue à se déprécier. Je n'y ai pas touché, j'attends un pending exécution. Donc je vais, si vous voulez, arbitrer entre pour moi, les deux grands... alors, c'est pas les grands parce qu'en fait, Deezer, c'est 10 millions d'abonnés payants. C'est 2% aujourd'hui du marché du streaming audio. Donc c'est minuscule. J'avais pris quelques petites notes là-dessus d'ailleurs. Vous aviez des... On reviendra juste après, voilà. Vous avez Spotify, vous avez Apple Music, vous avez Amazon Music. Amazon Music est passé d'ailleurs aux États-Unis devant Netflix. En termes de streaming audio, vous avez Tencent, vous avez YouTube Music. YouTube Music, j'y crois pas trop, pour le coup, même s'ils ont des partenariats forts. Mais Deezer, c'est voilà, les fameux 2% là, et je me dis que l'application est géniale. Pourquoi je me dis que l'application est géniale? Parce que quand vous comparez un 30% des parts de marché vs un 2% des parts de marché, et que votre conclusion, sur plein en fait de sites, en réalité, et c'est pas de sites forcément publicitaires, ils expliquent ça en conclusion. Vous l'aurez compris, Deezer et Spotify sont des services assez similaires. Il est donc très difficile de faire un choix tranché. En somme, vous allez comparer un tout petit pure player avec un mastodonte et vous avez du mal, d'un point de vue utilitaire, d'un point de vue utilisation, d'un point de vue rendu, d'un point de vue tout ce que vous voulez, entre les deux. Et ça me plaît beaucoup. En fait, si vous n'arrivez pas en fait à en déduire des formes d'apport de valeur entre deux services clés, parce que vous proposez les mêmes choses indirectement. Si vous prenez Deezer, c'est 300 millions. Capitalisation, ça a été, entre guillemets, ça a été sur Euronext à 1 milliard, mais aujourd'hui, c'est 300 millions. Est-ce que c'est sous-évalué? Est-ce que c'est surévalué? Bah, c'est 53 fois moins élevé que la capitalisation de Spotify. Or, en termes de population d'abonnés, c'est 16 fois plus gros Spotify que Deezer. Donc on peut partir du principe que Deezer est éventuellement sous-évalué ou que Spotify est surévalué. C'est toujours la même chose. Derrière, vous avez un CA pour Deezer de 450 millions de dollars. 11 milliards de CA pour... capitalisation, c'est 16 milliards de dollars, pardon, pour Deezer. 11 milliards de dollars de CA. Donc c'est x24 par rapport à Spotify. D'accord? Donc Deezer multiplié par 24, ça fait le CA de Spotify. Ils perdent de l'argent tous les deux. Donc difficile de se positionner. Généralement, le retail, si vous voulez, quand on ne gagne pas d'argent, bah en fait on se barre. Voilà. Ça gagne pas d'argent, donc ça fait pas de rendement, donc on s'en va. Et en fait, quand ça commence à faire beaucoup d'argent, le retail se présente. Et Deezer n'a jamais été rentable. Spotify, il l'a été, l'eût été, mais aujourd'hui, il ne l'est plus. Moins 500 millions de résultats et moins 100 millions pour Deezer. 560 employés d'un côté, 6000 de l'autre, 6600 de l'autre. Ensuite, ils ont 12 fois plus d'employés Spotify que Deezer. Est-ce qu'on peut éventuellement couper dans le gras? En fait, c'est juste logique. Aujourd'hui, ils sont tous les deux présents dans 160 pays.
Grosso modo, ils s'équilibrent par rapport à ça. Et il y a eu une explosion au niveau des pays tout au long de l'année 2021. L'action a bondi, ils ont dit on va prendre le taureau par les cornes et on va y aller. Donc ils ont pénétré une centaine de pays chacun en l'espace d'1 an et demi, si vous voulez. Donc ça, on n'a pas encore les fruits de ça. Et on le voit que à l'Allemagne, etc., enfin même Deezer maintenant met des bureaux en Allemagne, des bureaux au Brésil, et Spotify est parti de pas mal de pays, mais encore beaucoup de pays partout dans le monde. Donc je me dis que si l'application de Deezer est relativement équivalente à l'application de Spotify, et qu'ils arrivent à le faire avec 12 fois moins d'employés, je me dis qu'on peut dégraisser côté Spotify. C'est très cru ce que je suis en train de vous dire, mais c'est la réalité des marchés financiers. Aucun jugement de valeur et aucun parti pris par rapport à mon discours. C'est juste d'un point de vue fondamental. C'est peut-être pas éthique, mais ça reste fondamental. Et après, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut aller dans qu'est-ce qui peut en fait faire demain, si vous voulez. Donc je vous ai mis pas mal de petits trucs, mais je les ai plus. On peut prendre le prix, il y a toujours 2 offres, hein, ils se sont tous calés par rapport à ça. Vous avez du 17, du 12 balles, du 15 balles, truc familial, étudiant, tout ce que vous voulez, compte partagé, tout ce que vous voulez. Mais demain, en fait, aujourd'hui, quand je vous parle de Deezer et quand je vous parle de Spotify, vous voyez une seule chose. La musique et vos musiques préférées. Vos playlists, si vous voulez. Et c'est que ça. En fait, vous mettez du Rihanna, du Michael Jackson et du Georges Brassens et potentiellement du Patrick Bruel. Mais en fait, demain, c'est plein d'autres choses. Ces plateformes de streaming seront bien plus importantes. Ça va être pour moi des livres audio. Et on va en avoir de plus en plus du livre audio. Il y aura du podcast de personnes qui viennent en fait un petit peu comme sur YouTube, des influenceurs ou des créateurs de contenu. Et il y en aura de plus en plus, il y en a déjà énormément sur les différentes plateformes de streaming, que ce soit Deezer ou que ce soit Spotify. Mon avis, c'est clairement un cheval de Troie pour une radio 2.0. Pourquoi cheval de Troie radio 2.0 ? Parce que de plus en plus, on va pouvoir héberger en direct sur ces plateformes-là et le filmer. C'est un petit peu ce que Koé a été premier à faire avec Énergie. Vous savez que maintenant sur Facebook, vous pouvez en fait voir sur le Facebook direct, que ce soit Virgin, que ce soit Énergie, etc. En fait, ça fait très longtemps que ça existe, et c'est Koé qui l'avait mis en place, et une des premières personnes de la radio à avoir mis en place le streaming vidéo et de filmer à l'intérieur des radios. Aujourd'hui, ça vous paraît complètement banal, parce que vous le voyez dans vos fils de vos applications préférées, mais en fait, c'est pas si récent que ça. Hein, c'est pas si normal que ça. Parce que beaucoup, en fait, ne voulaient pas. Et beaucoup de directeurs de radio ou de réalisateurs de radio ne voulaient pas. Donc tout ça, ça va pouvoir, en fait, récupérer une demande accrue, une influence de Facebook, évidemment, et notamment de YouTube. Parce ils vont drainer ce type de population. Vous allez aussi pouvoir devenir producteur. Ils vont peut-être pouvoir devenir, et je pense qu'ils le font déjà, un peu à l'image de Netflix. Vous voyez, je compare un petit peu le streaming audio, streaming vidéo. On avait déjà fait ce travail-là dans un live des rois du marché. Mais je pense que demain, ils vont être producteurs de leur propre chanson, de leur propre musique. Je pense que c'est déjà fait. Je sais pas s'ils ont réussi à produire une Rihanna numéro 2, j'en ai pas la moindre idée. Mais je pense que ça, demain, ils sont en train de... Et je pense qu'ils récupéreront parce qu'ils ont des mannes financières qui aujourd'hui dépassent l'entendement. Même si ça perd de l'argent, le potentiel derrière est inouï, est quasiment infini. Imaginez ces trucs-là qui ne, entre guillemets, louent plus les droits, mais les détient par rapport à des artistes. Et quand on crée un artiste, c'est du temps. Vous ne créez pas une Rihanna du jour au lendemain. Les télécrochets fonctionnent bien, mais généralement, c'est toujours pareil. Un télécrochet pour un The Voice, c'est comme une start-up. Vous avez une dizaine de finalistes et il y en a 1, 2 éventuellement qui arrivent à performer. C'est toujours la même chose. Et c'est pareil que nos marchés crypto, c'est la loi. La loi de Pareto, 80-20, vous connaissez l'histoire. Et il y a des possibilités de créer du revenu très facilement et très rapidement. 1, vous augmentez les prix. 2, vous arrêtez le partage de compte. Tout simplement. En tout cas, vous le contrôlez beaucoup plus. Mais si vous augmentez les prix, même s'il y a déjà des prix qui sont relativement élevés, partez du principe que Netflix ne font que augmenter leurs prix et Netflix ne font que accroître leurs nouveaux abonnés. Voilà. Donc je pense qu'on peut continuer à augmenter les prix. Aujourd'hui, on voit Deezer à 10,99. Je pense que si ça passe à 12,99, on le verra pas. Actuellement, c'est personnel à 9,99. Si ça passe à 12,99, je pense qu'on le verra pas. C'est 30% de plus de revenus. C'est ça qu'il faut se dire. En fait, si vous augmentez de 3 € votre abonnement, alors il y a des mecs qui, je pense, travaillent là-dessus, hein, mais vous augmentez de 30%, vous êtes rentable. C'est ça la vérité. Et ça peut même... Mais encore une fois, une augmentation de prix est toujours corrélée par rapport à une augmentation des contenus. Si Netflix aujourd'hui augmente les prix, il faut vraiment le comprendre ça. Pourquoi Netflix augmente les prix et pourquoi les abonnés continuent à arriver ? Parce que si vous prenez le catalogue de Netflix il y a 3 ans en arrière, c'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Vous avez beaucoup plus de séries, beaucoup plus de contenu qu'il y a 3 ans en arrière. Donc l'augmentation des prix est complètement justifiée par rapport au contenu qui est livré.
Et c'est à peu près la même chose dans tous les modes SaaS, si vous voulez, ou dans les plateformes de streaming. Donc je vais investir parallèlement dans les deux entreprises, ça fait longtemps que je voulais, et voilà. Hein, je pense que c'est un bon moment. Partez du principe aussi que par rapport à un petit billet psychologique que je peux vous donner, on arrêtera la vidéo là-dessus. J'espère que ça vous a plu, et merci d'être resté jusqu'à la fin, puisqu'on va quasiment passer les 40 minutes. C'était pas forcément nécessaire, mais j'espère que ça vous a plu, sinon vous avez coupé avant. Juste ici, au niveau du Nasdaq, hein, très simple. Vous êtes en train d'arriver sur une énorme confluence au niveau du Nasdaq, le composite. Donc pour moi, c'est clairement premier arrêt, plus 0,618 du précédent mouvement par rapport au crack Covid. C'est ici qu'on peut poser des bottoms de marché sur le Nasdaq. Hein, le Nasdaq a perdu près de 40% de sa valorisation. Alors oui, beaucoup pensent que ça peut faire un dead cat bond et repartir dans les enfers, mais pour l'instant, je ne price pas la récession, je ne la connais pas. Je ne price pas le discours de Jérôme Powell, je ne le connais pas. Je ne price pas le pivot de la Fed, je ne le connais pas. Donc j'agis en fonction de ce que je vois et non pas en fonction de ce que je crois. Et je pense qu'on est sur des bonnes valorisations. Et c'est aujourd'hui dans le discount, comme vous pouvez le voir graphiquement et chartistiquement parlant. À partir du principe qu'il y a des gens qui ont acheté du Deezer à 10 €, à 10 $. Alors beaucoup sont sortis bien évidemment et beaucoup les premiers arrivants sont sortis. C'est pour ça que j'attends des vrais ravalements haussiers sur Deezer. Si je ne les ai pas, je l'achèterai moins cher. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Les planètes commencent à s'aligner et continuent à s'aligner. Soyons patients, soyons prudents et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo du Bitcoin. Ciao.